Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir ce matin de vous présenter un webinaire sur la gestion des pâturages. Je me présente, moi c'est Léda Villeneuve, je suis co-responsable à la recherche et développement au CEPOC. Ça fait bientôt 11 ans que je travaille ici pour l'organisation. Puis, j'ai une expertise là, en alimentation des ovins. C'est pourquoi c'est moi qui offre le webinaire ce matin. La conférence que je présente à la base, c'est une conférence que mon ancienne collègue Joanne Cameron avait préparée il y a quelques années. Donc, je la remercie d'avoir préparé ce travail. C'est sûr que j'ai fait des adaptations, j'ai fait des petites mises à jour d'informations acquises dans les dernières années pour rendre le webinaire bien complet. Mais somme toute, l'information que je vous présente ce matin, c'est vraiment pour vous outiller puis vous aider à prendre une décision sur comment aménager vos pâturages, quel type choisir, les espèces, etc. Donc, sans plus tarder, on va commencer comme ça. Bon, ça commence bien. OK. Donc, pourquoi on veut faire du pâturage? C'est la première question. Est-ce que c'est simplement parce qu'on va avoir de beaux paysages? On pense que ça va être plus pratique, plus facile? On souhaite diminuer nos coûts pendant l'été, par exemple, en diminuant les intrants alimentaires. Les animaux vont aller manger directement au champ une herbe de qualité. On veut diminuer nos coûts d'opération culturelle, avoir moins de champs à aller récolter les fourrages, par exemple. Ça aussi, ça apporte directement aussi la matière fertilisante directement au champ. Est-ce qu'on veut faire ça pour sauver du temps? Vous allez voir que pendant la présentation, je vais souvent revenir sur les concepts de régie. Donc, si vous pensez vraiment faire des pâturages pour, je pense, pour gagner du temps, ou c'est pas nécessairement vrai. Donc, le rendement que vous allez tirer de vos pâturages va vraiment dépendre du temps que vous allez y mettre. On veut aussi peut-être préserver l'environnement. Donc, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser pour savoir si on fait du pâturage. Au Québec, il y a on peut se demander si c'est plus rentable de garder nos animaux à l'intérieur ou à l'extérieur pendant la période estivale. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que nous, on a 5 mois de paissance versus 7 mois à l'intérieur. Il y a certaines études, donc c'est une étude qui date des années 2000 qui avait été faite aux États-Unis. C'est au niveau de la vache, mais cette étude-là avait entre autres démontré là, que c'était beaucoup plus rentable. C'est presque le double là, quand on regarde le revenu net par hectolitre par vache, par hectolitre, je veux dire, pour le troupeau, de faire des pâturages. Donc, c'est sûr que je pense que pour le vin, on est capable aussi de tirer de l'information et un revenu intéressant là, quand on utilise bien les pâturages. Donc, l'efficacité et la rentabilité va vraiment dépendre de plusieurs facteurs. Donc, pendant la présentation, on va couvrir les notions, à savoir c'est quoi notre situation initiale, ça ressemble à quoi nos prairies, nos champs, qu'est-ce qu'on veut, quelle sorte d'espèces on veut implanter, comment bien gérer nos plantes. Il faut être en mesure de choisir le bon mode de paissance. Il faut être capable de planifier nos superficies aussi. Puis, on va couvrir aussi les notions autour de la gestion des champs puis du troupeau. Dans le fond, tout ça dans le but d'être le plus efficace possible, de bien valoriser nos pâturages puis de les utiliser de façon optimale. Donc, je leur dis encore, ça va vraiment dépendre de la régie que vous allez faire, à savoir si vous allez avoir de bonnes performances, puis si ça va être plus rentable pour vous. Pendant la présentation, je vais souvent revenir sur un cas type. Dans le fond, le cas qui est utilisé ici, c'est un producteur qui aurait, par exemple, 200 brebis envoyées au pâturage l'été. Donc, 100 brebis avec des besoins d'entretien, 100 brebis, par exemple, avec des besoins qui sont en saillie à la fin avril, donc qui, pendant la période de pâturage, vont être en début de gestation. Ce producteur-là souhaite envoyer son troupeau à l'extérieur pendant tout l'été, veut avoir un maximum d'efficacité sur ses pâturages, veut donner une herbe de qualité à ses animaux, il veut bien réussir, puis il y a vraiment plein de questions. Donc, c'est un peu en répondant à ces interrogations avec sa situation à lui que je présente la conférence. Donc, c'est certain que chez vous, toutes les questions à laquelle on va répondre, puis toutes les notions qu'on va parcourir aujourd'hui, ce sera après ça à vous de vous questionner à savoir, bon, ben moi, c'est quoi, quel groupe de brebis je veux envoyer à l'extérieur, combien je veux en envoyer, c'est quoi les besoins de mon troupeau pour la période de pâturage. Donc, vraiment, toutes les notions vont vraiment s'appliquer à vos entreprises. Il faut savoir qu'il y a 3 types de pâturage. Donc, on a les pâturages qui sont dits permanents, donc les pâturages naturels qui sont de très longue durée.
souvent, ce sont des surfaces qui sont difficiles d'accès mécaniquement avec la machinerie, par exemple, parce qu'il peut y avoir des capes de roche, il y avoir différentes pentes. Donc, c'est un terrain qui n'est pas adapté au travail de sol facilement. Donc, c'est difficile d'aller y faire des interventions, par exemple, d'aller fertiliser ou d'aller ensemencer ou de faire des travaux au champ. Puis souvent, ça va être des espèces végétales qui sont dites indigènes, qui sont bien implantées dans ces aires de pâturage-là. Fétuc, pâturin, un trèfle blanc sauvage. Mais par contre, ça peut être intéressant de vouloir valoriser ces aires de terre qu'on peut posséder, mais qui ne sont pas accessibles à la machinerie. Donc, il y a possibilité de les aménager en pâturage permanent. La productivité au niveau du rendement fourrager de ce type de pâturage-là, c'est sûr que c'est le mode le plus faible. Donc, on parle de 500 à 3000 kg par hectare. Donc, si on n'avait que ça comme type de pâturage pour envoyer un troupeau d'une grandeur, d'un nombre X de brebis, dépendamment du calcul qu'on en fera, ça peut prendre beaucoup de surface, superficie nécessaire pour réussir à combler tous les besoins de nos animaux. Donc, souvent, ce genre de pâturage-là, souvent, va être plutôt un peu considéré des fois comme aire d'exercice. Donc, c'est un endroit qu'on veut valoriser, mais que souvent, les animaux ont accès. On peut quand même des fois apporter un apport supplémentaire d'aliments si on le désire, si c'est nécessaire. Ensuite, on a les pâturages améliorés ou ensemencés. Ce sont des endroits qui sont faciles d'accès sur des terres productives, souvent proches des bâtiments, avec des espèces végétales qu'on va choisir d'ensemencer. Puis, de ce type de pâturage-là, on a comme deux sous-catégories. On a le pâturage de longue durée puis celui de courte durée. Puis la régie, le rendement, la productivité de ces deux types de pâturage-là, longue et courte durée, va vraiment dépendre de la régie qu'on va en faire, donc allant de 3000 à 8000 kg par hectare d'herbe. Sur le pâturage de longue durée, on va généralement l'ensemencer pour une période de plus de 5 ans, parfois même plus que 10 ans. Ce seront des espèces végétales, par exemple brome, fétuc, trèfle, qu'on va avoir choisi d'implanter. Mais il faut savoir, par contre, que si on les laisse implanter pour une longue durée, normalement après 5 ans, c'est vraiment les espèces indigènes là, qui vont réapparaître au détriment des espèces qu'on avait implantées. Donc, la productivité va vraiment dépendre de la régie, du sursemis, du chaulage, de la fertilisation qu'on fait, de la rotation à l'intérieur des parcelles de ce type de pâturage-là, aussi du répit qu'on donne aux plantes. Est-ce qu'on laisse le temps justement aux plantes d'avoir une bonne croissance là, entre les périodes de pâture? Au niveau du pâturage de courte durée, celui-là, c'est un pâturage aussi ensemencé, mais pour une période de moins de 5 ans. C'est donc un pâturage qu'on décide d'intégrer un programme de rotation habituel de culture, qui va être labouré ou travaillé minimalement à toutes les périodes, à la fin de chaque période d'utilisation, donc au bout des 5 années, en vue de réimplanter la nouvelle prairie à pâturer. À ce moment-là, ça peut être dans le programme de rotation, ça pourrait être avec une céréale ou ça pourrait être aussi, si on ne veut pas se priver de ces pâturages-là pendant l'année d'implantation du nouveau cycle de production, on pourrait par exemple utiliser une céréale fourragère qu'on va faire pâturer, par exemple, un avoine, l'année d'implantation de la prairie pour la nouvelle génération. Les espèces végétales qui vont être ensemencées vont pouvoir contenir beaucoup plus de légumineuses. En fait, on va souvent viser un mélange de 30 à 40 de légumineuses dans les pâturages. Mais vu que c'est pour 5 ans, on sait qu'on va pouvoir profiter de la légumineuse là, pendant les premières années sans problème. Au niveau des pâturages annuels ou les pâturages de secours, ça peut être un peu un pâturage, par exemple, avec une plante annuelle comme l'avoine, un millet. Donc, une céréale qu'on peut envoyer les moutons pâturer dedans juste avant leur épiaison, par exemple. C'est sûr que c'est un pâturage qui est un peu plus coûteux à aménager, mais si on manque de fourrage ou pendant une période de sécheresse, des fois, ça peut être des bons plans B, comme on dit, là, pour réussir à obtenir un peu plus de fourrage. Le potentiel de croissance, normalement, de ces espèces-là est quand même relativement élevé, puis il y a une bonne appétence aussi pour les ovins. Donc, c'est ça, bonne productivité, mais un coût élevé. Si on revient à notre cas, notre producteur a des prairies, par exemple, qui ont été semées il y a 4 ans.
C'est un bon gestionnaire de ses terres. Habituellement, il fait faire des analyses de sol, un producteur qui fertilise bien, qui chaule aux besoins pour avoir un bon pH de son sol. Il laboure ses prairies, une partie de ses terres pour y semer des espèces appropriées. Donc, de façon générale, dans notre exemple, c'est quelqu'un qui prend soin de ses prairies, qui apporte les soins nécessaires, qui a une bonne gestion de ses prairies. Donc, c'est sûr que ça l'amène des conditions gagnantes pour être en mesure de bien gérer aussi son pâturage. Maintenant, on peut se demander quelle sorte d'espèces fourragères on doit semer pour avoir un maximum d'efficacité. C'est sûr qu'il n'y a pas de réponse unique. Vous devez vous en douter. Il y a beaucoup de facteurs qui vont dépendre, qui vont interférer dans le choix qu'on va avoir par rapport aux espèces fourragères à implanter dans le pâturage. Entre autres, ça va dépendre de la région, de notre type de sol, de nos conditions climatiques, de notre topographie. Est-ce que nos terres sont drainées, sont bien ou mal drainées? Donc, tout ça, c'est sûr, va amener des éléments importants qui vont nous aider à choisir le type de plantes les mieux adaptées en fonction de ces conditions-là. Donc, c'est sûr qu'avec vos experts conseils, par exemple, dans vos meuneries respectives ou dans vos groupes conseils, vous pouvez discuter là, avec eux en fonction de votre réalité pour déterminer le choix gagnant qui peut s'appliquer chez vous. Donc, je vais présenter les principales espèces qu'on peut utiliser au niveau des pâturages, à commencer par les légumineuses. Donc, je les présente en 3 temps. Dans le fond, pour chacune des espèces présentées, on va regarder d'abord la production de ces espèces-là. Donc, si on regarde au niveau des légumineuses, le premier que je présente, c'est le lotier, qui est une bonne légumineuse, qui a une croissance tardive, par contre, qui peut être un peu plus lente à implanter, mais dans le fond, dans un système, par exemple, si on optait peut-être pour un système sur un pâturage de longue durée pour être adéquat, un bon système racinaire, parfois un ressemis peut être nécessaire là, pour s'assurer que ça implante bien. Donc, une bonne productivité aussi à long terme. Au niveau de la luzerne, ben, c'est sûr que c'est une plante qui est productive. Il y a différents cultivars qui sont adaptés au pâturage, puis il y a aussi différents cultivars avec des systèmes racinaires aussi qui peuvent soit être plus rampants au niveau du sol ou qui peuvent être plus avec un système qui descend plus en profondeur pour aller puiser l'eau plus profondément. Donc, il s'adapte bien. C'est une légumineuse qui a un bon regain aussi, qui croît bien là, pendant les périodes chaudes aussi. Le trèfle blanc va être adapté au pâturage. Il est très recommandé justement dans les mélanges pâturage. Un bon système racinaire, un bon regain aussi. Il va être moins productif en début de saison, lorsque c'est encore frais, en juillet par exemple. Mais plus la saison va avancer, les mois de juillet, août, les mois les plus chauds, là, c'est une plante qui est assez productive. Il y a le trèfle curat aussi, qui est adapté au pâturage, qui a une implantation un petit peu plus lente, par contre, si on le compare au trèfle blanc, qui est très productif en début de saison. Il est adapté à plusieurs types de sols également. Au niveau du trèfle rouge, ici, c'est plutôt pour en faire un petit bémol. Là. En fait, ce n'est pas une plante qui est recommandée à mettre en pâturage. En fait, ce n'est pas une plante qui est recommandée d'utiliser carrément en production en vigne, étant donné les composés estrogéniques que compose cette plante-là. Donc, si on avait, par exemple, des brebis en gestation ou des brebis à la saillie au pâturage, puis qu'on avait du trèfle rouge, c'est sûr qu'on peut s'exposer à des problématiques, étant donné que les composés à l'intérieur de cette plante-là viennent vraiment interférer avec les cycles hormonaux de la brebis. Donc, ça pourrait, par exemple, causer des problématiques entourant la période d'agnelage, de différentes dystocies ou différentes problématiques là, de santé en lien avec ces composés-là. Donc, c'est vraiment pas recommandé. Maintenant, là, au niveau de la valeur alimentaire, les trèfles ont une valeur alimentaire qui est assez constante. Le lotier, lui, il est appétant, mais dans le fond, sa valeur nutritionnelle va diminuer avec l'avancement de sa maturité. Au niveau des 4 ici qui sont encerclés en rouge, c'est sûr qu'il faut faire attention aux risques de ballonnement qui peut être provoqué chez le vin. Mais par contre, lorsqu'on a un mélange là, d'environ 30-40% de cette légumineuse-là dans le mélange, on s'expose quand même relativement moins à des problématiques du genre, mais il faut quand même avoir l'esprit ouvert, l'œil ouvert là, lorsqu'on utilise ces plantes-là.
Au niveau de la tolérance au piétinement, qui est un paramètre quand même important aussi, qui va de faible à très bonne selon les espèces. Bon, trèfle blanc, luzerne, plutôt faible, là, une bonne tolérance. Le trèfle courant aussi, une très bonne tolérance. Donc, c'est sûr qu'il faut comme être capable de peser le pour et le contre de chacune de ces espèces de légumineuses-là, puis en fonction de ses sols, puis de sa réalité, de choisir celle qui, selon vous et selon les conseils de votre agronome ou de votre expert conseil qui vous suit, vous allez trouver dans le fond le juste milieu puis choisir les meilleures espèces qui s'appliquent à vos prairies. J'ai un peu la même présentation au niveau des graminées. Donc, on a au niveau de la production, l'Alpis roseau qui a un rendement moyen, un regain moyen. Finalement, c'est une plante un peu moyenne. Moi, personnellement, à moins d'avoir un pâturage qui est exclusivement dédié à des brebis qui sont plutôt à l'entretien ou avec des besoins alimentaires plutôt faibles, bon, ça pourrait être une avenue intéressante, mais autrement, personnellement, je trouve pas que c'est une plante qui apporte tant que ça de points positifs, si on veut. Ensuite, on a le brome qui a un bon rendement, bon regain, qui est productif au printemps et à l'automne. C'est sûr que pendant les périodes chaudes, il va être un peu moins présent, mais étant donné que dans un bon mélange, les légumineuses, eux, vont reprendre le dessus dans les périodes plus chaudes. Ça peut être un bon complément, une bonne graminée à utiliser dans un mélange. Au niveau du dactyle, lui, vraiment, c'est vraiment lui qui amène le plus de rendement, qui a une excellente croissance. Par contre, son appétence va diminuer très vite, là, très tôt en saison, étant donné que c'est une plante qui starte vite au printemps. Donc, si on a des pâturages avec du dactyle, c'est sûr qu'il faut être prêt là, très, très tôt après la fonte des neiges, à envoyer les animaux pâturer là, dans ces champs-là, là, bien respecter notre hauteur d'herbe adéquate pour les envoyer pâturer. La fétuque, a aussi bon rendement, plutôt faible au printemps, mais va être quand même relativement stable en saison. L'appétence est plutôt faible là, si on la compare, par exemple, au brome ou au mil. Le mil, lui, va avoir un bon rendement en début puis en fin de saison. Un regain plus faible pendant les périodes chaudes, pendant l'été. Mais somme toute, une graminée quand même intéressante. Puis il y a le pâturin aussi qu'on retrouve avec des rendements un peu plus faibles. Productif au printemps, mais par la suite, là, n'est pas nécessairement intéressant. Au niveau de la valeur alimentaire puis de l'appétence, je l'ai mentionné juste avant, l'alpis, le dactyle, la fétuque va avoir les moins bonnes appétences comparativement au brome, au mil, puis au pâturin, avec des valeurs alimentaires aussi là, qui vont dans le même sens. Au niveau de la tolérance au piétinement pour ces graminées-là, le dactyle, c'est le champion, si on veut. Le mil a une tolérance moyenne, pâturin très bonne, brome, fétuque, bonne tolérance aussi. Donc là encore, c'est vraiment de choisir le pour et le contre de chacune de ces espèces-là en fonction de sa réalité pour savoir laquelle va le mieux performer dans votre situation. Puis pour les pâturages de secours, dans des situations où on est en manque de fourrage, puis on veut implanter rapidement le pâturage, il y a différentes variétés de l'avoine fourragère, chou fourragé, millet japonais, seigle peuvent être utilisés, puis à lesquels on envoie les animaux pâturer. Donc, c'est sûr que c'est plus coûteux. On va idéalement pas utiliser trop de ces surfaces-là en pâturage, donc 5 à 10 étant donné que ça amène quand même beaucoup de rendement. Puis, il ne faut pas que tout le rendement soit prêt en même temps si on n'est pas capable d'envoyer les moutons le paître au bon moment. Donc, on y va vraiment avec des plus petites surfaces. Puis, on respecte le stade de paissance recommandé. Ça, on va y revenir bientôt. Maintenant, au niveau des mélanges fourragés, c'est sûr que l'association légumineuse-graminée amène beaucoup de points positifs, optimise la valeur nutritive, amène de meilleurs rendements, une bonne complémentarité durant la saison. On l'a vu tantôt, souvent les graminées ont un bon départ en saison, sont moins productives pendant l'été. Par contre, les légumineuses, elles, vont reprendre le dessus pendant la période plus chaude de l'été. Donc, l'idéal, c'est d'y aller avec une association simple de 2 à 3 espèces qui sont bien adaptées à sa réalité de ces sols. Les mélanges plus complexes où on a un mix là, de trop d'espèces,
c'est pas nécessairement recommandé. Souvent, on va mettre plusieurs espèces, mais c'est vraiment les mieux adaptés à son sol qui vont prendre le dessus. Puis au final, si on a 5-6 espèces, il y en a finalement juste 2-3 qui vont mieux performer. Puis, comme dans le cas d'implantation de prairies pour la récolte de fourrage, c'est sûr que les meilleurs résultats également en pâturage vont être d'utiliser des semences qui vont être certifiées avec des cultivars recommandés dans ces prairies. Il y a des récentes études qui ont été faites là, dans les années, il y a quelques années, là, entre 2010-2018, qui visaient entre autres à identifier les mélanges les plus performants sous pâturage. Donc, je présente rapidement les résultats de 3 de leur expérience. Entre autres, l'expérience 1 et 2, dont les semis avaient été faits en 2010. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était de suivre les rendements pendant 5 années suivant le semis. On a l'expérience 3, qui est un semis en 2014. On va voir tantôt les mélanges qui ont été les plus prometteurs. C'est une recherche là, qui a été faite sur 4 sites différents. Donc, l'expérience 1, c'était vraiment de tester 18 mélanges binaires, donc 18 mélanges doubles d'une légumineuse et d'une graminée. L'expérience 2, on a testé 8 mélanges complexes d'une légumineuse et de plusieurs graminées. L'expérience 3, on a testé 4 mélanges complexes d'une légumineuse et de plusieurs graminées en y ajoutant une fertilisation azotée. Ce qui a été mesuré, ça a été le rendement fourragé, la proportion des espèces semées dans le pâturage, puis la valeur nutritive, c'est-à-dire la teneur en fibres, la digestibilité, la productivité estimée de lait, puis le gain de poids des animaux. C'est avec des bovins laitiers, des bovins de boucherie là, au niveau du gain de poids, entre autres. Dites-moi les conclusions de l'étude au niveau de l'expérience 1. Le meilleur mélange à 2 espèces a été le lotier puis le brome des prés. C'est lui qui a amené les meilleures performances sous pâturage. La luzerne fléole, luzerne mille, finalement, c'est le mélange binaire qui a le moins bien performé. Excuse-moi, qui performe bien. C'est plutôt le trèfle blanc fétuque qui a le moins bien performé au niveau des performances sous pâturage. Les 18 mélanges qu'ils avaient étudiés, il n'y avait pas vraiment d'effet au niveau des mélanges sur la valeur nutritive de ces combinaisons-là. Donc, ça peut être des éléments, des fois, intéressants à retenir là, si on a un choix à faire d'une espèce plutôt qu'un autre en se fiant à ces résultats-là. Au niveau de l'expérience 2, où on avait des mélanges complexes, lotier, fléole, fétuque, c'était le mélange qui avait le mieux performé en pâturage. Puis, selon les sites, il y avait des variations de rendement là, au niveau de la graminée. Les mélanges complexes à base de lotier ont mieux performé que ceux à base de luzerne. C'est un fait intéressant. Puis, dans l'expérience qui avait été faite avec les bovins de boucherie, par unité de surface, 40 dans le fond, dans ce mélange-là qui a le mieux performé, ils ont observé un gain de poids de 40 supérieur là, dans ce cas-ci. Au niveau de l'expérience 3, il n'y avait pas vraiment de différence entre les rendements pour les mélanges à base de luzerne ou de lotier. Puis, la fertilisation azotée, ce qu'elle avait emmené, en fait, était requise lorsque les légumineuses contribuaient à au moins 40 du mélange. Donc, si on a moins de 40 dans le mélange, la fertilisation azotée n'est pas nécessairement nécessaire. C'est sûr que ça augmente la teneur en azote, puis ça diminue la teneur en sucre. Donc, c'est vraiment la recommandation, c'est vraiment de maintenir une proportion qui est adéquate de 30 à 40 de légumineuses. Dans nos prairies pâturées, c'est vraiment un enjeu qui demeure. Donc, c'est sûr que c'est vraiment ça pour les pâturages ensemencés pour 5 à 10 ans qu'il faut viser un peu cette stratégie-là. Pour un maximum d'efficacité puis une bonne gestion de l'herbe, évidemment, on a des trucs à respecter. Donc, ça prend du repos à nos plantes, puis il faut bien planifier nos choses. On ne fait pas simplement s'installer un paquet de barrières puis on n'envoie nos moutons lousses là-dedans. Si on veut vraiment aller tirer le maximum de rendement, il faut bien planifier tout ça. Il faut connaître le moment de répit pour nos plantes. Donc, il faut aussi savoir combien de temps c'est quoi la durée de paissance, combien de jours on envoie les animaux dans chaque parcelle. Donc, il y a une gestion autour de tout ça. Il faut suivre et connaître les espèces qu'on sélectionne pour mettre dans notre champ. Je vois que j'ai une petite question ici. Sur le plan agronomique, appétence et valeurs alimentaires, que penser de la chicorée pour un pâturage? C'est sûr que moi, j'avoue, je ne l'ai pas présenté à ce niveau-là, la chicorée. Je pourrais peut-être
suite à ce webinaire-là, je veux vous envoyer de l'information complémentaire. Je peux peut-être chercher quelques informations par rapport à cette plante-là. Je ne suis pas tout à fait à l'aise de répondre si c'est au niveau de l'appétence et tout ça, et de la valeur alimentaire. Ce n'est pas une plante que je connais beaucoup. Je sais que c'est une plante qui peut être utilisée notamment pour ses qualités au niveau, entre autres, la diminution du parasitisme chez les ovins. Je vais faire quelques petites recherches, puis je pourrais ajouter ces informations-là là, en complément du webinaire si ça convient. Donc, je reprends où j'étais rendue. Au niveau du moment de répit, il faut savoir qu'en juin, les plantes ont besoin de façon générale d'un 15 jours de répit entre les pâtures. La croissance est très rapide en début de saison. Pendant le mois d'août, on parle de 45 à 50 jours de moment de répit, puis le reste de la saison, donc pour les mois, par exemple, de juillet, septembre, on parle plutôt d'un 30 jours. Le moment de répit, en fait, est important dans le sens que il faut savoir que la légumineuse, elle ne va pas bien tolérer une paissance rase, puis sur du long terme. Il faut vraiment lui donner le temps de se régénérer. Entre autres, la luzerne, elle va avoir besoin d'un temps de répit plus long. Il faut toujours respecter le 30-35 jours entre les périodes de pâture. Elle va avoir besoin d'un repos aussi à l'automne qui va être essentiel, pas juste pour la luzerne, mais pour l'ensemble des légumineuses. On parle normalement d'un 6 semaines avant les gelées mortelles. Puis ça, les gelées mortelles, on peut utiliser le service d'agrométéo avec les degrés jour dans sa région. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser un 500 degrés jour entre l'avant-dernière et la dernière puissance. Pardon, il y a une petite coquille ici, la dernière paissance. Les graminées vont bien tolérer une paissance intensive au printemps, mais en juillet-août, étant donné qu'ils ont le regain moins fort, il faut faire attention aux paissances intensives. Donc, tout ça pris en compte est important. Il faut aussi connaître la durée de notre période de paissance. Combien de temps on va envoyer nos animaux? Et pour ça, il faut savoir quand est-ce qu'on les met à l'herbe, quand est-ce qu'on les retire. Normalement, on va viser une hauteur de l'herbe de 15 à 20 cm de haut pour se dire, bon, c'est maintenant que j'envoie mon groupe de moutons au pâturage. Puis, on va retirer les animaux de cette aire de pâture-là lorsque l'herbe va avoir atteint un 5 à 10 cm. Donc, on ne veut pas que l'animal ait vraiment brouté l'herbe à ras le sol, ce qui pourrait entraîner notamment des problématiques au niveau peut-être, par exemple, des listérioses en ingérant des particules de sol. Toute la question du parasitisme aussi, un lien important par rapport à cette paissance rase-là. Donc, c'est vraiment important de respecter la mise à l'herbe puis le retrait au bon moment en mesurant carrément la hauteur de ces champs. Ce que la surpaissance amène finalement, c'est une disparition des espèces végétales qui sont désirables, donc celles qu'on a choisi d'implanter. Donc, si on veut vraiment s'assurer qu'elles profitent plusieurs années, il faut respecter ces notions-là. La surpaissance va aussi favoriser la croissance des mauvaises herbes, va altérer la qualité et la productivité et la pérennité de notre pâturage, puis va augmenter les risques de parasitisme. Donc, c'est donc important de connaître les espèces qu'on a choisi de mettre dans son pâturage. Maintenant, quel mode de gestion privilégier en fonction, dans le fond, sur ces pâturages? Donc, il y a différents modes qu'on peut choisir. Il y a la paissance libre et en continu. Ça, c'est dans le fond plus associé à un pâturage d'aire d'exercice ou peut-être le plus simple à utiliser, mais le moins productif. Dans le fond, on va aller chercher un rendement d'environ 60 de ces parcelles-là, de ces pâturages-là, parce que, dans le fond, les animaux sont envoyés là durant toute la saison. Il n'y a pas de temps de répit pour les plantes. Ça va convenir aux espèces indigènes, donc les pâturages naturels. Les pâturages améliorés, c'est sûr qu'idéalement, on va demander de faucher les refus, de bien fertiliser, de faire attention à la charge animale. C'est une régie des plantes qui est un peu plus difficile, puis nécessairement va amener une surpaissance de certaines espèces au détriment de d'autres qui vont être gaspillées dans le champ. Puis la notion de parasitisme revient encore dans ce type de paissance-là. Une autre qui est un peu plus populaire, la paissance en rotation.
celle-là, en fait, va viser vraiment à prendre notre pâturage, puis à le subdiviser en plusieurs parcelles ou en plusieurs petits enclos d'une dimension X. On va faire tantôt quelques exemples de calcul pour savoir comment bien séparer nos pâturages. C'est sûr que en ayant cette gestion-là, ben, on assure une meilleure croissance de nos plantes, notamment. Ça va être vraiment basé cette rotation-là sur la planification du temps de repos entre chaque parcelle. On va mieux contrôler la maturité des fourrages consommés aussi. Puis généralement, on va envoyer, dans le fond, c'est sûr que ça amène un peu plus de travail parce qu'il faut faire déplacer nos ovins à toutes dans le fond, on va les laisser pâturer 1 à 5 jours dans chacune des parcelles. Puis ça va être vraiment, dans le fond, ça le dit, c'est une période en rotation à l'intérieur de ces parcelles-là. Donc, dans ce cas-ci, on va chercher un 75 à 80 du rendement de notre pâturage. Quand même relativement bon. Puis, on a le pâturage en bande, qui lui est vraiment un mode très intensif, plus que la rotation. On va chercher 90 à 95 de rendement. Dans le fond, il y a vraiment peu de gaspillage dans ce type de pâturage-là. C'est sûr que c'est beaucoup plus de travail parce qu'on déplace à chaque jour nos clôtures, puis on offre toujours une parcelle fraîche à tous les 24 heures à nos ovins. Donc, l'herbe est toujours fraîche. On peut mettre plus d'animaux sur une même bande pour s'assurer que 100 de la bande est consommée. 100 90 à 95 de la bande est consommée comme il faut à chaque jour. Et c'est ça. L'inconvénient dans ce cas-ci, c'est vraiment de déplacer la clôture, mais c'est là qu'on va aller chercher vraiment le meilleur rendement. Il y a aussi des petites particularités. Si on décide d'envoyer, par exemple, des brebis en lactation avec des agneaux, il est possible de limiter l'accès des parcelles les plus productives ou les plus luxuriantes pour les jeunes agneaux seulement. Donc, d'aménager des dérobés extérieurs. Il est possible aussi d'y installer des dérobés pour compléter l'alimentation des agneaux avec une moulée, par exemple, si on le désire. Ça permet vraiment là, de donner une alimentation d'appoint à nos jeunes agneaux. Si on revient à notre cas du départ de notre producteur, il décide, lui, de faire, dans le fond, l'exemple que je vais vous présenter, c'est un pâturage en rotation. Donc, il sait qu'il va avoir une gestion intensive à faire, bien gérer de ses pâturages. Ça va lui permettre de conserver une bonne quantité, une bonne qualité de ses fourrages. Ça va limiter le développement des plantes indésirables. Ça va réduire ses pertes, puis ça va permettre de contrôler le parasitisme de son troupeau. Maintenant, la question à se poser, c'est quoi la superficie qui est requise pour mes brebis? Il y a un concept qu'on appelle le taux de chargement qui est à prendre en compte, évidemment. En moyenne, si on souhaitait, par exemple, que nos moutons pâturent, dans le fond, que 100 de leurs besoins soient comblés par du pâturage pendant l'été, bien, la moyenne à retenir, c'est ça va vous prendre environ 10 à 12 brebis par hectare pour être, dans le fond, pour chaque hectare, vous allez être capable de combler les besoins de 10 à 12 brebis pendant toute la période estivale pour combler 100 de leurs besoins. Donc, par exemple, si on avait le troupeau de 200 brebis, bien, ça lui prendrait, selon les charges et tout, on va dire, disons, de façon générale, entre 17 et 20 hectares de pâturage qui vont être dédiés à ces ovins. On va voir tantôt dans le calcul, étant donné que la gestion est quand même assez intensive en rotation, on va être capable tantôt d'avoir un petit peu moins d'hectares que ça. Mais tu sais, si on veut avoir un calcul brut, c'est les surfaces, c'est le taux de chargement à respecter de façon moyenne. Donc, ce taux de chargement-là, il faut bien le prévoir. Il faut connaître pour ça, c'est quoi les besoins de nos animaux au pâturage, c'est quoi le rendement de nos pâturages, c'est quoi nos surfaces requises. C'est sûr que les besoins des animaux, je ne vous cache rien, je ne vous en prends rien en disant que ça dépend vraiment de l'âge, du sexe, du stade physiologique, ça dépend de la quantité de matière sèche qui va être consommée, du poids de nos animaux. Dans le cas qui nous concerne, avec notre troupeau de 200 brebis, bien, on va avoir 100 brebis en début de gestation, début, milieu, fin gestation pendant la période de pâturage. Disons des brebis de 75 à 80 kg. On va estimer, en fait, selon les besoins théoriques, la consommation prévue devrait tourner autour de 1,5 kg de matière sèche par jour.
nos 100 brebis à l'entretien, bon, c'est sûr que ça va être un petit peu moins, 1,3. Donc, les besoins de notre troupeau vont être, on va faire un chiffron, on va mettre tout le monde en 1,5. Pour 200 brebis, environ 300 kg de matière sèche par jour. Donc, on retient ce chiffre-là. Il va nous être utile tantôt dans nos calculs. Donc, oups, il y a des fenêtres qui disparaissent. Notre rendement de pâturage, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, va vraiment dépendre de notre région, notre climat, des espèces qu'on a choisies, le type de sol, le type de pâturage, etc. Donc, on peut avoir un calcul de notre rendement de pâturage plutôt précis en effectuant un échantillonnage, par exemple, d'une petite surface de 0,25 ou 0,5 mètres carrés. Donc, on va aller chercher l'herbe dans ce carré-là, dans un carré de cette superficie-là. On va sécher l'échantillon, on prend le poids moyen sec des échantillons en grammes ou en kilos de matière sèche. Puis, dans le fond, ça nous permet, après ça, on ramène ça en kilos de matière sèche par hectare, fois le poids moyen de notre échantillon. On est capable de savoir précisément le rendement de notre pâturage. Bon, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus technique là, comme évaluation. Sinon, on a une évaluation un petit peu plus rapide qui estime le rendement en utilisant la hauteur de l'herbe dans le champ. Donc, si on suppose qu'on envoie les animaux autour de 10-15 cm au printemps ou 15-30 en saison, souvent, on retire les animaux de cette parcelle-là à 5 à 10 cm. Selon la littérature, on sait que dans chaque centimètre d'herbe, on retrouve environ 150 kg de matière sèche. Donc, à partir de cette information théorique-là, puis en sachant que dans le fond, il y a un facteur de correction à appliquer ici, un 75% d'utilisation. En fait, ça c'est dans le fond, c'est le facteur de correction lié au type de pâturage qu'on fait. Nous, on parlait tantôt de rotation, là, donc 75% de rendement. Bien, quand on fait, dans le fond, on prend notre hauteur d'entrée moins notre hauteur de sortie, fois notre 150 kg de matière sèche, fois notre facteur de correction, puis on a une évaluation de notre rendement. Donc, on va prendre des chiffres, ça va être plus concret. Donc, on se souvient de nos besoins qui sont de 300 kg de matière sèche par jour pour nos 200 brebis. Maintenant, notre rendement, bien, si je rends mes animaux à 15 cm, je les sors à 5 fois 150, je le sais que dans 1 hectare de pâturage, j'ai 1125 kg de matière sèche. Donc, on retient ces deux chiffres-là, sont ici en rappel en haut. Donc, maintenant, la superficie requise va dépendre des besoins des animaux, on l'a vu, dépend du rendement de pâturage. Maintenant, en rotation, il va falloir connaître la superficie de nos parcelles. Donc, étant donné qu'on, dans le cas qui nous concerne, on souhaite envoyer nos animaux dans un pâturage en rotation, puis les laisser 5 jours dans chacune des parcelles. Ça veut dire que chaque parcelle doit être en mesure de combler mes 300 kg de matière sèche par jour. Donc, on doit retrouver dans mes parcelles 1500 kg de matière sèche. On a vu tantôt que notre rendement à l'hectare était de 1125. Donc, je prends mon 1500, je le divise par 1125. Ça me dit alors que mes parcelles devraient avoir 1,3 hectares pour être en mesure de combler 100% des besoins fourragers de mes 200 brebis pendant 5 jours. Maintenant, OK, là, j'ai ma dimension de parcelle, mais ça m'en prend combien des parcelles? Bien, là, on va avoir deux critères à retenir. Donc, la durée de la période de pâturage, de paissance, donc P, qui est de 1 à 5 jours. Dans notre cas, c'est 5 jours. Puis, il faut être en mesure, il faut connaître le répit de chacune de nos parcelles. Donc, en juin, chacune des parcelles aura besoin d'un 15 jours de repos entre chaque fois qu'on retourne un groupe d'animaux à l'intérieur de cette parcelle-là. Au mois d'août, on parle d'un 45 à 50 jours. En juillet, ça va être un 30 jours. Septembre, un 30 jours. Donc, en ayant toutes ces informations-là, le nombre de parcelles requis va être, dans le fond, fonction du répit, divisé par notre 5 jours, plus 1. Ça, c'est la petite formule mathématique à retenir. Donc, en juin, on a dit qu'on avait 15 jours de répit, divisé par 5 jours, plus 1. Ça veut dire qu'en juin, 4 parcelles seraient nécessaires pour mes 200 moutons en rotation. Tantôt, ça va être bien imagé. Là, vous allez voir un peu comment on procède. En août, ça nous en prend si on veut combler 100% des besoins de nos 200 brebis avec des rotations 5 jours dans des parcelles. À cette période-là, c'est 10 parcelles que ça va nous prendre. Puis, dans le reste de la période de paissance, on parle plutôt d'un 7 parcelles.
Donc, dans ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir vraiment le nombre de parcelles le plus haut, qui va être, dans le fond, le nombre de parcelles à viser à voir pour être en mesure de faire une bonne rotation pendant toute la période d'été. Évidemment, vous allez me dire, OK, ouais, mais là, en juin, j'ai 4 parcelles, fait qu'il y en a 6 de trop. C'est sûr qu'il va y avoir quelques opérations culturelles à faire. Donc, on va y revenir. Ça va être bien illustré dans les prochaines minutes. Je vois que j'ai une petite question. Quel serait le besoin en kilos de matière sèche par jour pour des agneaux en croissance? Habituellement, mettons des agneaux sevrés, souvent on va parler d'un 1,2 kg de matière sèche par jour. Donc, dépendamment, si vous avez, si c'est 100% pâturage, ben, on va utiliser le 1,2 kg de matière sèche par jour comme valeur théorique à utiliser. Si par contre, de ces besoins, de ce 1,2 kg de matière sèche-là, vous offrez quand même une alimentation en concentré, disons, qui couvre 50% de ces besoins-là. Par exemple, supposons que vous offrez un 700 grammes de boulet par jour. Ça peut représenter environ un 600 grammes de kilos de matière sèche. Ben, à ce moment-là, vos besoins en pâturage seraient de 1,2 moins le 0,6 que vous offrez en concentré. Fait que vous pourriez à ce moment-là utiliser vos calculs de cette façon-là. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que pour des agneaux, j'utiliserais pas mal comme valeur théorique, 1,2. Si vous avez d'autres questions, je vous invite n'hésitez pas à les poser par clavardage ou à ouvrir votre micro. J'ai l'impression d'être, je suis vraiment tout seul dans mes bureaux, tout seul devant mon écran, donc ça peut amener un petit peu de dynamisme là, si j'entends quelques personnes. Donc, si je continue, au niveau de notre superficie totale requise, bon, va varier selon la saison, pendant la saison, selon le climat, évidemment. C'est sûr que, comme on a vu, à la période la plus grande de l'année, on va avoir besoin d'un 10 parcelles dans l'exemple qui nous concerne. Donc, c'est sûr qu'en début de saison, on va avoir des parcelles qui ne seront pas consommées. Donc, il y a certains travaux qui vont être à faire. Au niveau de notre superficie totale requise, donc on prend nos 10 parcelles qui est le maximum de parcelles qu'on a besoin, fois notre 1,3. Fait que dans le cas qui nous concerne, notre monsieur pâturage a besoin de 14 hectares, 35 acres, pour être en mesure de faire une belle rotation à l'intérieur de ces parcelles et de nourrir ses 200 moutons. Donc, en début de saison, il y aura besoin de récolter 6 parcelles environ. Il y en aura quelques-unes en juillet à récolter, quelques-unes en septembre. Donc, c'est sûr que dans tout cet aménagement-là aussi de parcelles, c'est un peu théorique ce que j'apporte comme information, mais si on opte pour ce type de pâturage-là, il faut garder ça en tête qu'on a des parcelles qui vont être à récolter. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça pour bien aménager ces parcelles, être en mesure de pouvoir y avoir accès avec la machinerie, par exemple, pour aller récolter les parcelles qui ne sont pas utiles en début de saison. Donc, c'est vraiment de bien prévoir au niveau des clôtures, des accès, des entrées et tout ça. Là, ça demande vraiment une bonne réflexion là, lorsqu'on veut aménager tout ça. Donc, comment on dispose nos parcelles pour bien les gérer? Donc, on a 100 brebis en gestation qui ont été saillies en avril, agnelage prévu en septembre. On a nos 100 brebis en entretien. On prévoit début août emmener une supplémentation alimentaire pour le dernier tiers de la gestation à ces brebis-là. L'agnelage va être prévu à la mi-septembre. On va les entrer au début septembre. Donc, on a ici nos 10 parcelles. On connaît nos plantes, notre prédominance, selon la prédominance de nos graminées, il y en a qui vont avoir une croissance rapide au printemps, une croissance plus lente en été. Au niveau de nos légumineuses, on sait que la croissance est plus lente au printemps, meilleure croissance en été. Le temps de répit est plus long au niveau de nos légumineuses. Le repos automnal est nécessaire. Donc, en fonction de où sont situés dans le fond, comment la constitution de nos parcelles, s'ils sont à prédominance de graminées. Là, dans l'exemple qu'on a ici, on voit le vert plus pâle, c'est vraiment nos prédominances de graminées. Le vert plus foncé, probablement des parcelles qui sont plus peut-être implantées plus récemment, donc qui ont une prédominance de légumineuses un peu plus élevée. Donc, tout ça est à prendre en compte pour savoir vers quelle parcelle je vais débuter l'envoi de mes animaux, puis comment on va procéder.
Donc, je vous invite à le faire si vous aménagez des pâturages chez vous. C'est vraiment de vous faire un plan aussi, là, puis de prendre un maximum de notes pour savoir vraiment où sont situés chacun de vos champs, chacun de vos parcelles, puis qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur pour être en mesure de trouver la suite la plus logique de rotation que vous allez faire. Donc, on imagine notre sortie au 25 mai. Bon, peut-être plus par ici. Dans l'ouest, ça va peut-être être un petit peu plus tôt. Là. Ici au Bas-Saint-Laurent, puis plus dans l'est, il y a encore de la neige. Là, fait qu'on n'est pas prêt à sortir les moutons. Donc, sorti le 25 mai, on les laisse 5 jours. 5 jours de plus tard, on est rendu au 30 mai. Nos moutons sont dans la parcelle 2, parcelle 3, parcelle 4. On est rendu à mi-juin. On sait qu'à la mi-juin, notre temps de répit pour nos plantes, c'est 15 jours. Donc, depuis que les animaux ont passé à la parcelle 1, il s'est écoulé 15 jours. Donc, on les retourne à la parcelle 1. C'est pour ça que tantôt, on disait qu'on avait besoin de seulement 4 parcelles en début de saison. Bon, ça, je viens de le dire. Fait que là, on est rendu à la mi-juin. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a envoyé nos moutons dans la parcelle 1, bien, les autres parcelles qui sont inutilisées pour le début de la saison, bien, c'est le temps de faire la première coupe de ces parcelles-là. Donc, on va récolter ces 6 parcelles-là. Puis, à partir de la mi-juin, donc, aller jusqu'à la mi-juillet. À la mi-juillet, ça va être possible d'envoyer les moutons dans la parcelle 5, 6 et les suivants. Donc, on continue, 5 jours, 5 jours. On est rendu à la fin juin. Ah, bien là, on a dit que c'était seulement mi-juillet qu'on pouvait les envoyer à la parcelle 5. Mais ça fait quand même 15 jours qu'ils sont allés à la 1, donc on les renvoie encore à la 1. Les moutons retournent à la première parcelle début juillet. On continue 5 jours, 5 jours. Et voilà, on est rendu dans nos autres parcelles, que ça fait 30 jours qui ont été fauchés. Le répit est respecté. Là, on est dans des prairies plus à prédominance de légumineuses qui sont plus productives pendant cette période-là. Ça permet maintenant de donner du repos à nos graminées un peu plus. Donc, on utilise nos parcelles 6, 7, 8, 9, 10 pendant l'optimal de la saison. Hop, je suis allée un petit peu vite. Quand on est rendu, dans le fond, à la parcelle 10, on est rendu à la mi-août, on renvoie nos animaux à la période 1. Ça fait 45 jours que nos graminées ont eu du repos. Donc, c'est parfait. On peut continuer ainsi. On continue à tous les 5 jours. Puis, on arrive, bon, début septembre, on retourne à la bergerie, une centaine, les brebis qui sont gestantes. Donc là, on a moins d'animaux dans chaque parcelle. C'est pour ça que là, rendu là, 6 à 7 parcelles va être suffisant. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir quelques-unes, pas nécessairement à récolter, mais à offrir un repos automnal, là, dans le fond, les dernières parcelles avant l'hiver, pour s'assurer qu'il y ait un meilleur regain au printemps de ces légumineuses-là. Donc, c'est vraiment, tu sais, avec un plan, avec un petit croquis, c'est plus visuel. Donc, je vous invite un peu à faire l'exercice chez vous quand vous allez le faire. C'est sûr que, tu sais, là, dans ce cas-ci, on a choisi de faire un pâturage en rotation. Le système en bande, dans le fond, c'est un peu la même logique que vous pouvez utiliser. Mais dans le fond, c'est à chaque jour, on avance tout le temps. Vous pourriez aussi décider de choisir d'envoyer un groupe à l'extérieur, mais de ne pas combler 100% des besoins. Fait que, comme en réponse à ma question tantôt sur les besoins des agneaux, si vous savez, par exemple, que vous apportez un apport supplémentaire en fourrage, par exemple, à l'intérieur de la bergerie, je ne sais pas, ou dans les parcelles, en plus de ce qui est offert au pâturage, ben, il faut ajuster le calcul de nos besoins, notamment par rapport à nos besoins provenant du pâturage. Fait que, c'est l'exemple de calcul présenté, là, je pense qu'il explique bien comment procéder. Donc maintenant, ce sera à vous, avec votre nombre de brebis, le nombre d'agneaux, ce que vous souhaitez envoyer au champ en fonction des besoins de ces animaux-là, de faire vos propres scénarios. Est-ce que j'oublie quelque chose? Sûrement. Il ne faut pas oublier les points d'eau, évidemment. Il faut que nos animaux aient un accès à l'eau. Idéalement, on espère que les moutons aient un point d'eau à maximum 200 mètres, donc 650 pieds à parcourir. Qu'il y ait de l'ombrage aussi.
Tout ça, dans le fond, les parcelles vont être aménagées souvent en fonction, des fois, soit de où est la bergerie. Chaque parcelle pourrait être, comme ici dans cet exemple-là, les moutons pourraient réavoir accès aux parcelles. Pas avoir accès peut-être au bâtiment, aller se mettre à l'abri, aller puiser leur eau, et avoir accès à la parcelle. Au bout de 5 jours, ben, cette parcelle-là est barrée, celle-là est ouverte. Donc, ça peut être ce genre de principe-là. Ça peut être des points d'eau mobiles, aménager des abreuvoirs à toutes les 2 parcelles, par exemple, qui communiquent, qui permettent aux ovins de s'abreuver. Ça peut être des abris mobiles aussi qu'on déménage, par exemple, à tous les 5 jours d'une parcelle à l'autre, dépendamment de comment est situé notre pâturage par rapport à notre bergerie ou par rapport à notre terrain. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Évidemment, quand on sort les animaux d'une parcelle, on recommande toujours de faucher les refus parce qu'on l'a vu tantôt, le rendement des parcelles, c'est de 75 environ. Donc, il y a quand même un 25 de gaspillage. Puis si on veut s'assurer que, justement, les plantes qui n'ont pas été bien consommées soient coupées puis qu'il y ait un regain plus intéressant, c'est sûr que les refus à la sortie des animaux d'une parcelle est adéquat et recommandé. La fertilisation également. Les bousages, c'est sûr que c'est moins, c'est pas comme les bovins, c'est pas comme les bovins, là, c'est peut-être moins essentiel, mais ça peut être fait quand même, là, de passer un petit matériel, un équipement qui va vraiment un peu comme déchiqueter si on veut, puis mieux incorporer là, le fumier. Cette fauche des refus-là va permettre une régénération. Puis, il faut faire, bon, ça je le redis ici, là, attention à la surpaissance. On a vu tantôt qu'il y avait vraiment des points négatifs là, à tout ça. Fait que si jamais on se rend compte, dépendamment de la température de la saison, si c'est plus sec, si les plantes poussent moins bien, il manque d'eau, trop d'eau, peu importe. S'il faut amener un supplément en fourrage, mais ça peut être intéressant apporter par exemple des balles de plus au champ ou soigner en plus dans la bergerie si on veut préserver notre pâturage. En France, bon, la fauche de refus. Oui, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Est-ce qu'il y a une question? Oui, en fait, je reviens sur l'eau. Est-ce Oui. qu'il y a des normes pour la quantité d'eau? Je sais qu'au niveau des bovins, nous autres, tu as des normes là, de pieds carrés ou tout ça pour l'eau, mais là, au pâturage, est-ce que vous avez des normes au niveau des points d'eau? Combien ça en prend par tête? Ou... Ben, tu sais, ouais, le nombre de points d'eau, oui, je pourrais les fournir aussi en documents complémentaires, là. Si on se fie, mettons, aux recommandations à l'intérieur des bâtiments, là, souvent on va parler d'un abreuvoir, mettons les petits abreuvoirs, souvent on va parler de 1 pour 10. Fait que dépendamment de la capacité, là, c'est sûr, ça va être souvent des gros tonneaux d'eau là, qui vont être aménagés à l'extérieur. Je pourrais retrouver, je ne l'ai pas en tête, là, le nombre de moutons par type d'abreuvoir. C'est sûr que une qualité, ça prend une autre qualité, une eau qui a un bon débit. Là, quand si les moutons s'abreuvent, c'est sûr qu'ils ne pourront pas s'abreuver tous en même temps, là, mais on veut que le débit soit bon. Fait que je vais retracer ces informations-là. Je vous les ajouterai dans un document complémentaire. Là. Ma collègue Marie-Josée va prendre des notes pour moi, là, pour pas que j'oublie. Puis, ben sinon, au niveau là, de la distance à parcourir de ces points d'eau-là, là, bon, j'avais parlé d'un 200 mètres. Fait que c'est sûr que, tu sais, faut pas que l'animal ait trop long non plus à se déplacer. Là. Je ne sais pas si ça répond à la question pour l'instant, là. Mais je vais faire quelques petits devoirs, quelques petites recherches, puis je pourrai vous fournir là, plus d'informations. Merci. Pas de quoi. Bon, ici, je l'avais pas mal passé. J'avais assisté à une conférence d'un chercheur français. D'ailleurs, ça, je l'ai mis là, en document complémentaire que je vais vous envoyer après la conférence. Lui, il disait là, que dans le fond, la fauche des refus dans une gestion de parcelle, en France, eux autres, ils voyaient ça comme une erreur, comme s'ils avaient manqué, dans le fond, leur gestion de pâturage. Parce que si c'est bien géré, normalement, il devrait y en avoir. Ça devrait vraiment être limité. Là. Une gestion impeccable ne devrait pas requérir. On ne serait pas nécessairement obligé de faucher ces refus-là. Je
trouvais que c'était un petit point quand même intéressant. Donc, la conduite d'élevage, évidemment, c'est toujours de bien observer, d'avoir une bonne observation de ces animaux, de bien suivre notre troupeau, d'adapter nos soins, l'alimentation, c'est sûr, le pâturage peut se faire pour certains stades physiologiques, mais pour certains, comme si c'est des brebis en fin de gestation, le dernier tiers va nécessairement amener son lot de soins supplémentaires à faire, apporter des suppléments énergétiques ou protéiques selon, pour s'assurer d'avoir une bonne fin de gestation. Il faut aussi s'assurer de toujours avoir du sel et minéraux, évidemment, au pâturage également. Donc, ça peut être aménagé par exemple, sous les abris que nos ovins ont accès. Donc, il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas oublier ça. Mon Dieu, je suis déjà rendue à la section des parasites. Je réalise que j'ai roulé dans mon webinaire. Au niveau des parasites, c'est sûr qu'avec votre vétérinaire, vous pouvez avoir un bon programme de vermifugiation. Parlez-en avec lui, mettez en place un programme qui est adapté à vos animaux. Évidemment, on demande, c'est important de bien respecter ce programme de vermifugiation-là. J'ai une petite diapo après qui présente quelques outils là, qui ont été développés dans les dernières années. Parce que si on utilise mal ces vermifuges-là, on assiste à plus de résistance là, face aux produits antiparasitaires. D'ailleurs, dans les récentes études qu'on a fait au CEPOC en collaboration avec la Faculté de médecine vétérinaire, d'ailleurs, les gens de la faculté, les gens du MAPAC qui étaient sur le projet aussi, puis mon collègue Gaston sont en ligne au webinaire, fait que, étant donné que je vois que j'ai pris un peu d'avance, en fait, j'ai presque terminé mon webinaire, ça nous laissera un peu de temps pour les échanges. On pourra en parler aussi de tout ça si vous désirez avoir plus d'informations. Il y a plein de nouveaux outils qui sont disponibles, des fiches techniques, des capsules vidéo. Je vais prendre une petite seconde, je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Je vais y aller sur la site. Je vais aller vous montrer, dans le fond, si vous allez dans le secteur santé ici, quand vous arrivez, on a la santé ovine. On a un lien rapide ici vers parasitisme, étant donné que c'est un projet super important, puis qu'on a vraiment développé beaucoup de nouveaux outils. On a fait une section dédiée sur notre site Internet, donc qui parle du projet, de la gestion intégrée du parasitisme gastro-intestinal. Vous avez ici des liens vers des recommandations producteurs, des recommandations conseillers. Je vous ai remis aussi ces liens-là dans le courriel que je vais vous envoyer après le webinaire. Si vous continuez à descendre la page, on a plein de capsules vidéo qui ont été tournées pendant ce projet-là. Donc, différentes notions, concept de refuge, la gestion intégrée, c'est quoi? Les tests de laboratoire, comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez une section de fiches où on a des fiches sur les concepts de refuge, le dépistage, gestion des pâturages. Donc, sans toutes les lire, il y en a vraiment plusieurs que vous pouvez aussi retrouver là, sur la section fiches techniques. On a aussi, lors de ce projet-là, on avait un atelier qui était l'atelier multidisciplinaire qui a eu lieu dans le cadre du projet où on a eu plusieurs bonnes conférences qui ont été présentées. Donc, vous les avez accès ici. On revient ici avec nos recommandations au niveau du parasitisme. Donc, ça aussi, c'est super important. Puis, suite à tout ce projet-là, on a les principaux collaborateurs. Suite à tout ce projet-là, on a développé beaucoup d'outils, on a beaucoup d'informations. C'est sûr que ça nous fait des fiches, des capsules vidéo, plein de choses à consulter si on veut prendre une décision éclairée par rapport à la gestion du parasitisme des ovins. Fait que suite à tout ça, on a développé un nouveau projet qui est en cours actuellement, qui s'appelle, on l'appelle à l'interne notre projet Outils Parasites. Dans le fond, on est en train de développer un petit outil qui est une plateforme web finalement là, qui va être facilement consultable là, sur les téléphones portables, entre autres, qui est développé sous la forme d'un arbre décisionnel. Dans le fond, plusieurs petites questions rapides en fonction de la réalité de notre élevage qui va nous conduire vers les bonnes recommandations ou les bonnes informations qui ont été tirées de la récente étude.
peut-être que si ma collègue Catherine, je pense qu'elle est en ligne elle aussi, si c'est elle qui est beaucoup responsable de ce projet-là dans notre équipe. Donc, si tu souhaitais ajouter quelques informations sur cette application-là, je t'invite à prendre la parole. Sinon, vous allez le voir là, dans les prochains mois, prochaine année, peut-être plus, étant donné que, si je ne me trompe pas, là, la campagne PISAC là, qui devait démarrer là, par rapport aux parasites, la gestion des parasites, je pense qu'elle a été reportée un peu étant donné la situation pandémique que l'on vit actuellement. Mais enfin, toutes ces documentations-là sur le parasitisme là, pourraient vraiment faire l'objet d'un autre webinaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous signifier votre intérêt, puis on pourra voir nous au CEPOC avec Gaston, puis les gens de la faculté du MAPAC qui ont collaboré à ce projet-là, comment on pourrait orienter un webinaire sur le sujet. Donc, ça, c'est ce qui était pour le parasitisme. Je vais poursuivre, puis en tout cas, mes collègues qui sont en ligne aussi avec nous, s'ils veulent rajouter des choses à la fin, là, il n'y aura pas de problème. On va avoir un peu de temps. Il faut aussi faire attention aux piétins lorsque on envoie nos animaux au pâturage. Donc, d'abord, le piétin, les conditions qui sont favorables au développement du piétin vont être des sols mal drainés, des sols humides, des endroits, des parcelles où on va avoir une surcharge animale, puis que vraiment ça va devenir boueux, là, ça va être humide. Souvent, on va retrouver ce genre de conditions-là autour des aires d'abreuvement qui sont souvent plus humides, là, parce que les animaux piétinent un peu partout autour des abreuvoirs. Si les omblons ne sont pas bien parés aussi, ça peut être une condition qui va entraîner un peu plus de piétins. Si on manque de rotation de nos parcelles, puis souvent, quand on a des animaux qui sont infectés, parmi les animaux sains, ça l'entraîne un peu une infection là, parmi les animaux qui sont sains. Donc, pour prévenir le piétin, c'est vraiment de retirer les animaux atteints des pâturages puis de les traiter adéquatement. Gaston, si tu veux prendre la parole tantôt, puis peut-être revenir sur quelques petites notions, peut-être plus expliquer vitement c'est quoi le piétin comme maladie, je t'inviterai à le faire. Donc, il faut s'assurer d'avoir un drainage adéquat dans nos parcelles, éviter les mares de boue, donc déplacer les mangeoires, déplacer les bols à eau fréquemment pour que ça reste toujours à la même place. Ajouter du sable au besoin ou des cailloux dans les entrées, les sorties de la bergerie, là où c'est plus piétiné de façon plus dense, là, quand les animaux sortent, par exemple. On respecte évidemment la densité animale appropriée au pâturage en fonction de tous les paramètres que je vous ai démontrés juste avant. Puis, on effectue une bonne rotation de nos parcelles. C'est sûr que tout ça, c'est la clé. Prévenir le piétin, c'est aussi, on fait nos omblons adéquatement. Bon, l'utilisation de bains de pied, ça peut être recommandé si vraiment on a des problématiques qui sont un peu plus majeures. Lorsqu'on a des minéraux qui sont adaptés, qui sont bien balancés, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais des fois, ça peut être un avenue qui peut être regardé là, avec votre fournisseur. Des fois, soit ajouter des composés de zinc là, à l'intérieur. Puis, évidemment, on évite les carences alimentaires, méthionine, zinc, vitamine A, tout ça rentre en ligne de compte là, pour prévenir cette maladie-là. Au niveau des prédateurs, c'est sûr que l'aménagement de notre pâturage, en ce qui concerne le système de clôture, va être important. Donc, différents types, des clôtures à 3, on peut installer 3 brins, 5 brins, on peut mettre des clôtures carrelées. Il y a vraiment différents modèles. Ça, je n'en parle pas dans ma conférence. Là. Il y a beaucoup de compagnies. Il suffit d'aller à la quincaillerie agricole puis d'aller regarder ce qui se fait. Gallagher, entre autres, propose beaucoup d'équipements. Puis ça peut être intéressant aussi au niveau des systèmes de clôture. Quand on parlait tantôt des systèmes en rotation ou en bande, des fois, si on ne veut pas nécessairement aménager des clôtures permanentes partout, il y a des systèmes de clôture amovibles, rétractables qui existent maintenant sur le marché. Donc, ça peut être ce genre de clôture-là qu'on utilise pour délimiter 2 parcelles. Donc, on peut en avoir moins. Puis, à chaque fois qu'on déplace nos parcelles, c'est plus facile. Puis, ce genre de système-là pourrait être aussi intéressant si on a justement à faire une fauche de certain nombre de parcelles en début de saison. Si on n'a pas plein de petites parcelles, mais que
on a un grand champ, mais qu'on déplace les clôtures avec les parcelles, ça peut des fois peut-être amener un peu plus d'agrément au travail, là, moins de barrières à contourner lorsqu'on doit faire la fauche. Donc, ça peut être regardé. C'est sûr que les clôtures permanentes aussi, ils ont leurs avantages aussi. Moins d'entretien une fois que c'est installé. Donc, ça, c'est vraiment une question de choix. Dans les informations complémentaires que je vais vous envoyer, j'ai quelques liens, entre autres, sur le site du ministère de l'Ontario, OMAFRA, où il y a une description un peu de tous les types de clôtures qui peuvent exister, là. Donc, je vous invite à regarder tout ça. J'ai un petit commentaire, là. J'ai quelqu'un qui a de la misère à entendre. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas de plusieurs participants. Donc, juste signifier s'il y a quelque chose, là. J'espère que je perds personne. Donc, c'est bon. J'ai quelques personnes qui me disent qu'ils entendent très bien. Donc, on peut aussi décider d'avoir une aide complémentaire au pâturage. Donc, il y a certaines autres espèces animales qui peuvent se prêter à l'association avec nos moutons, chiens de berger, cheval, lama, âne, protéger nos ovins des prédateurs. Donc, évidemment, ça peut être une avenue intéressante aussi. Puis, dépendamment aussi comment nos pâturages sont positionnés, l'aire de l'endroit où on va offrir de l'ombre à nos moutons, si c'est un bâtiment, ben, c'est sûr que la nuit, on peut décider d'enfermer nos moutons pour justement limiter, avoir un meilleur contrôle sur les prédateurs qui pourraient se présenter. C'est sûr qu'en plein jour, il y a peut-être moins de risques d'attaque, mais ça peut arriver quand même aussi. Excellent. Bon, est-ce que c'est avantageux? Ben, c'est difficile à estimer, c'est vraiment variable. Ça dépend de la productivité du pâturage, la productivité des prairies récoltées, les pertes récoltes versus l'ingestion. On parle d'un 23 % de pertes. Le gain de rendement en prairie, ben, on a peut-être un 7 % de plus de rendement en prairie versus en pâturage. Il y a une étude en Estrie qui avait été faite dans les années 90. Peut-être que de nouvelles études seraient sûrement à faire un jour pour essayer de calculer peut-être ça plus précisément. Mais en moyenne, on parlait des charges d'une exploitation par tonne. Les investissements à l'hectare étaient 10 fois plus faibles quand on utilisait les pâturages versus quand on mécanise 100%, ben, quand on récolte 100% de nos fourrages. Donc, c'est quand même non négligeable. Dans l'ovin, on a dans les années 2008, autour d'eux, on avait une étudiante qui avait fait un projet sur l'engraissement des agneaux, puis il y avait un certain nombre d'agneaux qui étaient élevés en pâturage aussi, puis on avait eu des très bonnes performances. Je pourrais vous partager les résultats de cette étude-là, puis les recommandations qui en découlaient. Et de mémoire, là, les agneaux qui avaient été engraissés dans un pâturage en rotation, même que c'était plus qu'en rotation, c'était en bande. Là. Chaque jour, on leur offrait de nouvelles parcelles. Les agneaux lourds avaient atteint le poids d'abattage avant 150 jours, donc avant 5 mois d'âge, donc avaient très bien performé, avaient eu des bons gains, parce qu'ils avaient bien valorisé l'herbe, puis l'herbe était toujours fraîche c'était toujours des nouvelles parcelles qui étaient offertes à chaque jour, donc on était allé chercher le maximum d'efficacité. Donc, je vous les mettrai aussi dans les documents complémentaires. Les postes de dépenses, dans le fond, pour essayer d'un peu d'évaluer si c'est avantageux ou pas, ben, on peut regarder c'est quoi nos postes de dépenses à l'intérieur. Léda? Oui. Tu as une question, la dernière? Oups, pardon. Au niveau de la tente, est-ce qu'il y a des recommandations? Trop court, risque de coup de soleil, trop long, isolement contre le courant de la broche? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas trop vous répondre. C'est sûr que les coups de soleil, ça se voit. D'où l'importance d'offrir de l'ombre à nos animaux. Il y a des possibilités des fois d'aménager des haies brise-vent dans les pâturages qui auront comme objectif, eux, à terme, d'offrir l'ombrage nécessaire à nos moutons. Peut-être que Gaston a peut-être quelque chose de plus à offrir. Au niveau de l'isolement contre le courant de la broche, c'est une bonne question. Je pense que si
je pense de façon générale, moi, la recommandation de la tonte, ça va toujours demeurer par rapport au cycle de production de l'animal. Donc, c'est sûr que la tonte va toujours être recommandée, à mon avis, dans les 6 semaines avant l'agnelage. Donc, c'est sûr que si on envoie des brebis qui sont en début, en début de gestation l'été, ben, ils vont avoir la laine un peu plus longue, mais ça va être quand même recommandé de faire leur tonte 6 semaines avant l'agnelage. Je pense que je pense pas qu'il y a plus d'avantages ou d'inconvénients parce que les moutons ont la laine courte ou non au pâturage. Je pense que c'est vraiment plus de cibler le moment du stade physiologique idéal pour faire la tonte, puis on s'en tient, je pense, plus à cette recommandation-là. Si tu me permets, Léda, Oui, j'ai ouvert mon vas-y. micro. C'est une bonne question. Puis, écoute, je voudrais me référer à l'article que j'avais fait à Louvain Québec, mais je me souviens pas de tout ce que j'ai dit là. Mais la laine, ça a quand même un effet protecteur aussi au Ouais. niveau des coups de chaleur. Ou négatif aussi si la laine est trop épaisse au niveau des coups de chaleur. Fait qu'il y a certainement ça à vérifier. Qu'on pourra avec toi regarder ça ensemble avant d'envoyer un complément d'information. Puis il y a aussi au niveau des mouches, je dirais que d'avoir un petit peu de laine, c'est pas nuisible pour ça. Puis de faire attention aussi aux plaies qui pourraient être causées par des larves de mouches aussi quand si la laine est trop longue ou si la laine est souillée à ce moment-là ou trop humide parce qu'il y a des conditions d'humidité importantes. Fait qu'il y a ces points-là à regarder quand on met nos animaux au pâturage. Merci. Je prends des petites notes. Excellent. Donc, c'est ça. Fait que si on veut savoir un peu si c'est avantageux ou pas, dans le fond, de faire du pâturage, ben, c'est un peu de faire l'exercice, de regarder c'est quoi ses coûts à l'intérieur, puis ça serait quoi ses coûts à l'extérieur. Donc, ici, c'est des petites pistes de solutions à regarder. Donc, si on a, par exemple, 200 brebis à l'intérieur pendant l'été, à la place d'utiliser le pâturage. Donc, on sait que la saison complète de paissance, ça va être entre 120 et 150 jours. Bon, ben, les besoins en fourrage pour combler 120 à 150 jours, pour 200 brebis, on va parler d'environ 45 tonnes de matière sèche de foin. En paille, ça va peut-être prendre 15 à 16 kilos, des petites balles de 15 à 16 kilos, donc peut-être 800 balles pour nos 200 brebis pendant les 5 mois qui sont à l'intérieur. On va nettoyer la bergerie au moins une fois, étant donné qu'il y a accumulation. Bon, les frais de ventilation, l'électricité, c'est variable. Le temps passé à nourrir les moutons versus la régie qu'on a à faire au pâturage, c'est assez variable, mais on peut regarder, voir combien tout ça peut nous coûter versus à l'extérieur. Si on a nos 200 brebis complètement à l'extérieur pendant ces 5 mois-là, bon, ben, nos coûts de clôture, c'est sûr que c'est variable selon le modèle qu'on va choisir, si c'est fixe, si c'est permanent, mobile, etc. Donc, c'est de faire son évaluation en fonction de sa réalité, de regarder tout ça. On sauve en envoyant dehors, c'est sûr qu'on sauve l'écurage, on sauve un peu de fertilisation des parcelles qu'on utilise. Vermifuge, c'est sûr qu'il y a un certain coût d'associer à ça en fonction du programme de vermifugation qui va être utilisé dans votre entreprise. Il y a des coûts à la coprologie, mais tout ça mis ensemble, on peut aussi se mettre un coût au niveau des pertes à la récolte, dans le fond, ce qui est pas pâturé. Tant qu'on parlait tantôt, par exemple, que 75 % de l'herbe était utilisée lorsqu'on avait un pâturage en rotation versus si on le récoltait, on allait en chercher un peu plus. On parlait tantôt d'un 7 % supplémentaire. Mais quand on met tout ça ensemble, c'est sûr que on peut peut-être mieux mettre un chiffre, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même un peu difficile à chiffrer, mais l'exercice peut se faire quand même en fonction de vos situations. Maintenant, est-ce que vous avez le terrain? Est-ce que vous achetez votre foin? Combien vaut votre terre? Est-ce que ça vaut la peine de faire du pâturage? Ou si vous êtes dans une région où les terres sont très dispendieuses, c'est peut-être mieux de viser, peut-être que le pâturage est moins une avenue ou c'est moins rentable de le faire parce que vous faites du 4 coupes par année. Il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Donc, il faut vraiment s'asseoir, prendre une feuille, puis un crayon, puis faire ses propres calculs. Oups. Donc, c'est sûr que c'est difficile un peu de mesurer le revenu. Donc, en conclusion, on va avoir des bons résultats en pâturage si on a une bonne régie. On l'a vu, il y a plusieurs éléments à prendre en compte.
Le pâturage, c'est pas vraiment un échappatoire à travail, là. Si vous pensiez faire un pâturage pour sauver du temps, c'est pas nécessairement le cas. Si on veut bien le faire, c'est sûr. Si on veut simplement avoir un air d'exercice, un pâturage annuel où on envoie les moutons se promener, puis quand il n'y a plus rien à manger dans le champ, on continue à nourrir à la bergerie, c'est une autre chose. Ça peut être la solution chez vous à adopter, mais c'est vraiment un choix personnel, là, ce qu'on va choisir de faire. Donc, les considérations économiques varient vraiment beaucoup. C'est difficile de chiffrer les avantages du point de vue de la santé, du bien-être des animaux. Tout ça va vraiment dépendre aussi autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, toutes les questions de densité, de points d'eau, d'air d'abreuvement, comment évaluer le confort. Dans le fond, si on offre les bonnes conditions à nos animaux, en retour, ils vont aussi nous offrir des bonnes performances. Donc, c'est sûr que ça, c'est un peu la clé aussi, là. Donc, il faut être bon observateur, évidemment. Puis, ici, on a quelques références là, qui ont été utilisées pour monter la conférence. Comme je vous ai dit à quelques reprises, là, dans la journée, dans les prochaines heures, là, on va vous envoyer beaucoup d'informations complémentaires là, qui peuvent être consultées pour vous aider à vous faire une tête là, sur tous les éléments là, de la conférence là, qui touche les pâturages. Alors, mon Dieu, je finis un petit 15 minutes à l'avance. Ça laisse le temps pour des échanges, des questions, puis peut-être si mes collaborateurs veulent glisser un mot sur certains projets en lien avec le parasitisme, je vous laisse la parole. Bonjour, François Labelle. On n'a pas parlé beaucoup d'agneaux, d'engraissement d'agneaux au pâturage. Est-ce que vous avez des références là-dessus? J'avais vu le projet qui s'était fait au Québec, là, mais bon, il n'y a pas des tonnes de références au Québec. Donc, essayez de voir un peu ailleurs qu'est-ce qui se fait. Tu sais, c'est quoi le genre de gain moyen quotidien qu'on peut se comparer, des choses comme ça? Oui, c'est sûr, comme vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup d'études au Québec qui ont été faites. Là. Celles qui avaient été faites dans les années 2000 là, avec Joanie Jacques, c'était des agneaux d'Orset au pâturage là, qui avaient quand même bien performé. Je n'ai plus les GMQ en tête, là, mais je les ai déjà présentés dans une autre conférence. Je vais vous les remettre là, dans les documents complémentaires que je vais vous envoyer. Mais dans le fond, peu importe, d'après moi, peu importe les animaux qu'on choisit d'envoyer au pâturage, si on décide d'envoyer des agneaux, tous les mêmes principes que j'ai présentés ce matin s'imposent. Le calcul des besoins en fourrage vont dépendre, dans le fond, des besoins de l'agneau. Tantôt, j'avais eu une question un peu similaire. Là. Les agneaux, on va peut-être considérer plus 1,2 kg de matière sèche par jour. Bon, ben à cette heure, combien d'agneaux vous voulez envoyer? Est-ce qu'ils vont être nourris 100% au pâturage ou vous voulez les supplémenter avec un concentré, une moulée croissance, par exemple, en plus de l'herbe au pâturage? Et tout ça est à prendre en compte. Je pense que quand on utilise un pâturage en rotation ou en vente, puis qu'on a toujours une herbe fraîche, selon moi, les gains vont être vraiment intéressants. C'est sûr que je n'ai pas parlé des races là, parce que je suis peut-être un peu moins à l'aise. C'est sûr qu'il y a des races qui favorisent mieux les pâturages. Ma collègue Joanne aurait sûrement pu, mon ancienne collègue Joanne aurait sûrement pu emmener plus d'informations sur le sujet. Je peux faire quelques recherches par contre, mais je pense pas que ce soit, c'est possible là, d'envoyer des agneaux au pâturage. Je vous fournirai les résultats de la dernière étude, là, mais bien fait, c'est possible d'aller chercher des bons gains là, quand même, puis de réussir à envoyer. Si on fait de l'agneau de marché, de l'agneau lourd, de réussir à sortir nos agneaux en dedans de 5 mois quand même. Là. C'est comme ça a été un peu ma limite de croissance. Là. Idéalement, quand on réussit à les sortir en dedans de 5 mois, je pense qu'on a fait un bon travail. Donc. En fait, c'est ça. Ça serait, juste pour être plus clair, ça serait plus de voir quel genre de performance, si on est à l'herbe à 100%, qu'on peut avoir. Puis justement, si c'est possible de voir ce qui se passe un peu ailleurs, là, parce que juste une étude ici, c'est limité. Là. Mais donc, voir un peu comparable, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Oui, c'est bon. Je me prends des notes. Écoute, je vais faire quelques petites recherches dans la littérature, puis je pourrais aller voir
ou si vous voulez peut-être aussi aller fouiller en attendant. C'est sûr que sur le site de l'Institut de l'élevage en France, ils ont beaucoup de fiches techniques aussi qui sont disponibles. Là, je vais aller regarder, voir s'il n'y en aurait pas sur ce sujet précisément. Mais il y en a quand même, quelques-uns des producteurs là, qui font de l'agneau de pâturage. Donc, ça peut être un créneau aussi. Ça peut être, des fois, sans nécessairement viser des super gains. Puis, dépendamment de vos objectifs de production aussi, ça peut être un choix que vous faites si, par exemple, vous voulez développer un créneau, vous faites votre propre mise en marché. Je pense que Denise Bélanger est en ligne là, sur la conférence. Peut-être qu'elle pourrait prendre la parole un petit peu. Je sais qu'elle en fait beaucoup d'agneaux de pâturage, donc peut-être qu'elle pourrait apporter des éléments supplémentaires. Denise, je ne sais pas si tu es encore là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, oui. Ben, nous, on en fait entre 125 et 140 par année au pâturage en bande dans des pâturages qui n'ont jamais été utilisés par des brebis. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on prend soin. Nous autres, on est plutôt un pâturage qui était rajeuni, je pourrais dire, ou retravaillé aux 5-6 ans. Donc, avec de la légumineuse. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une proportion qui est un peu, toujours des traîneux là, en arrière, là, mais on les fait à peu près en 5-6 mois. Puis, c'est des poids moyens carcasses entre, je vous dirais, dépend des années, entre 20 et 22 kilos. Puis, c'est des beaux agneaux quand même, là. Puis nous autres, on a quand même des agneaux qui ont été nés soit des doubles ou des triplets, quand même pas mal, peu de simples. On est quand même content du gain de poids. On a un marché, on fait notre propre mise en marché, donc ce qui fait qu'on a un créneau pour ça. Puis c'est ça qu'on veut continuer. Quand il y a des problèmes de pâturage, à un moment donné, on peut rajouter des grosses balles rondes. On a sous un abri dans les champs où est-ce qu'on engraisse les agneaux. Puis préalablement à ça, les agneaux ont été élevés sous leur mère au pâturage aussi. Donc, c'est des agneaux qui ont toujours été au pâturage, sont peut-être restés en bergerie une semaine après leur naissance, c'est tout. Puis, il n'y a pas de grains supplémentés, sauf on pourrait donner un grain mélangé à la fin pour les agneaux qui sont traîneux en bergerie quand on les rentre là, tard en saison. Nous autres, on sont au pâturage sûrement jusqu'au début novembre. Puis, on les met au pâturage bientôt, là, nous. Fait qu'on n'a plus de neige. Fait que on est à Fredericksburg. Fait que... Excellent. Merci pour cette intervention, Denise. Ouais, puis, dans le fond, aussi, dans ces conditions-là, le fait que les agneaux ont été au pâturage avec leur mère aussi, sont déjà habitués à ce système-là. Peut-être que dans un mode où on garde les agneaux avec les mères à l'intérieur de la bergerie, mais qu'on veut utiliser nos pâturages uniquement pour les agneaux, il faut peut-être être prêt à vivre avec peut-être un petit crash au niveau de nos GMQ dans les premiers 7 à 10 jours, peut-être, le temps que l'adaptation se fasse, là. Mais je pense qu'avec un bon pâturage en bande, avec de l'herbe renouvelée quotidiennement dans des nouvelles parcelles, va vous permettre d'aller chercher des bonnes performances. Mais je vais quand même faire des recherches là, puis vous apporter quelques éléments supplémentaires. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires sur ce sujet-là? Donc, vous êtes tranquille. Donc, dans ce cas-là, je vais vous souhaiter une belle après-midi. Donc, à défaut que nous soyons confinés, j'espère que vous allez permettre à vos moutons de l'être un peu moins et de sortir au pâturage cet été. Alors, bonne saison. Merci beaucoup d'avoir participé. Bye.